Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. ONG passeurs, les médias en eau trouble. Christophe Castaner a créé des remous en affirmant qu'en Méditerranée, les ONG étaient complices des passeurs. Les médias sont obligés de ramer pour défendre leur vision du monde. Italie, un père, une mère et moi et moi. Matteo Salvini continue de faire hurler les médias. Pour eux, le retour des mentions père et mère dans les formulaires administratifs aurait créé l'émoi en Italie. Marion Maréchal à l'Iliade, les gros sabots de Lucie Soulier. La journaliste au Monde a rédigé un article sur la présence de Marion Maréchal au dernier colloque de l'Institut Iliade. Un cas d'école de diabolisation. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. C'est une déclaration sur la crise migratoire qui a créé des remous. Christophe Castaner a déclaré qu'il était prouvé que certaines ONG étaient de mèche avec des passeurs. En Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables, souvent au péril de leur vie. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs. Voilà, je pense qu'il est intéressant de noter le contexte de la déclaration. C'est une déclaration tout à fait officielle, qui est lue, qui est une déclaration qui a été préparée par les services et qui donne en quelque sorte la position de l'administration, ce qu'elle constate par rapport au lien entre les passeurs et les ONG. Là, il est un peu le porte-parole de son administration, Castaner, et il est au milieu de ses collègues du G7 dans une enceinte vraiment tout à fait officielle. C'est pas médiatique au départ. C'est un peu plus sérieux. Alors, ce qui est médiatique par la suite, c'est le traitement. Mais avant de s'intéresser au traitement médiatique de cette déclaration, eh bien, il faut saluer le beau coup de Génération Identitaire qui a fait de Christophe Castaner un membre d'honneur pour saluer cette prise de position. Bien, c'est un beau coup médiatique puisque ça a été repris par de très nombreux médias. François, RT, 20 minutes, Génération Identitaire fait de Christophe Castaner un de ses adhérents d'honneur, le Huffington Post, l'Obs. Donc on voit, Jean-Yves, que finalement, ça a été un beau coup médiatique pour Génération Identitaire. Un beau coup médiatique d'un certain point de vue ambigu, parce que c'est une belle prise de judo de Génération Identitaire qui dit bah, nous, on a été des précurseurs finalement dans cette affaire. Et en même temps, comme dirait Macron, ça sert la doxa médiatique qui va présenter, parce que ça aussi c'est un cas de figure classique dans les médias, qui va présenter le ministre de l'Intérieur comme quelqu'un de sévère, de dur vis-à-vis de l'immigration. C'est quand même, alors là, assez largement du jeu de rôle. Le ministre de l'Intérieur fait un tout petit pas dans le sens de la fermeté. Aussitôt, les médias crient et on a l'impression qu'il a fait beaucoup de choses. Ça reste évidemment à prouver. Mais là, on est dans le classique. Les médias qui protestent contre le ministre de l'Intérieur qui traditionnellement dur, sévère, répressif, contrairement au ministre de la Justice qui est beaucoup plus gentil dans les jeux de rôle en quelque sorte. Et qui se servent donc de la carte d'honneur de Castaner. Et qui se servent donc de la carte d'honneur de Génération Identitaire pour conforter leur thèse. Donc c'est très ambigu tout ça. Alors plus largement, le traitement médiatique a été plutôt culpabilisateur après les propos de Christophe Castaner. On a par exemple le Huffington Post qui donne la parole à un député socialiste, Castaner et sa phrase sur les ONG, étrillée par un député. Et puis on a une dépêche AFP qui est ici reprise par Le Point. ONG complice des passeurs, Castaner tente d'éteindre la polémique.
Et on voit, eh bien, dans le texte, Beauvau tente de circonscrire l'incendie après avoir créé la polémique. Bref, on a un champ lexical qui est donc là pour culpabiliser un petit peu, pour attaquer, diaboliser les propos de Christophe Castaner. Et puis, oui, Jean-Yves, vous voulez peut-être Oui, dire dans le Huffington Post, il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Les propos de Castaner ne passent définitivement pas. Mais auprès de qui? Auprès de qui? Quand on dit que c'est polémique, quand on dit que ça ne passe définitivement pas, une phrase un peu toute faite, auprès de qui? Auprès de la doxa médiatique. Effectivement, et donc c'est ce qu'on voit donc, via cette dépêche de l'AFP. Et dépêche de l'AFP dans laquelle, enfin plus loin, on apprend que eh bien, il y a des personnes morales, comme des associations, des ONG qui prennent la parole, à qui les médias donnent la parole, mais on n'a aucune autorité policière ou autre pour contrebalancer. Donc, Jean-Yves, on a quand même un rôle culpabilisateur des médias qui tentent de présenter ça comme un propos très polémique. Oui. Les ONG sont intouchables. Il y a une alliance étroite ONG-médias. Les ONG n'ont l'influence qu'elles ont que grâce aux médias. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, dans cet article du Point qui reprend une dépêche de l'AFP, on voit qu'il y a toujours un son de cloche qui est donné, uniquement celui des ONG et pas celui des autorités compétentes. C'est un classique, vous allez me dire, mais c'est quand même assez étonnant. Deux poids, deux mesures. Alors, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de procéder à un retour en arrière sur les articles médiatiques concernant cette accusation, qui n'est pas nouvelle, de complicité entre les passeurs et les ONG, puisque ça a déjà eu lieu dans les années précédentes. Alors, on a par exemple Libération, dans une tribune qui donne la parole au directeur général de Médecins sans frontières France. Les ONG ne sont pas les complices des passeurs. Un autre article de Libération, sauvetage en mer, les ONG en ligne de mire. Un autre article, là encore de Libération, dans la rubrique décodage. Migrants, comment la fachosphère intoxique en recyclant des données publiques. L'Obs, polémique sur l'aide aux migrants en Méditerranée, les ONG répliquent. Donc là encore, on donne la parole aux ONG. Crise des migrants en Italie, les ONG bouc émissaires de l'UE selon l'Express. Courrier international, mais d'où viennent tous ces soupçons sur les ONG avec l'emploi du terme rumeur? BFM qui donne la parole à l'ONG Amnesty International ou encore à la députée La République En Marche Sonia Crimi qui déclare qu'il ne faut pas mettre au même niveau passeurs et associations. Et enfin, et c'est ma petite préférée, l'Obs qui déclare en accusant une ONG de faire le jeu des passeurs, Macron parle comme Trump et Salvini. Et donc on voit, Jean-Yves, que ce lien entre ONG et passeurs n'est pas nouveau. Il a déjà été fait par plusieurs personnalités politiques et même des Frontex, etc. Mais les médias, toujours et encore aujourd'hui, ont tendance plutôt à donner la parole aux associations pour la défense plutôt que pour les accuser, quoi. Alors, en fait, il y a deux choses à distinguer dans le lien. Il y a le lien qui pourrait être pénal, s'il y a un lien d'argent, un lien de liaison téléphonique régulière entre les ONG et les passeurs. Là, on est dans le lien pénal. Mais au-delà du lien pénal, il y a le lien logique. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'il y a des ONG, des bateaux d'ONG qui croisent à quelques kilomètres des côtes d'Afrique qu'on balance, les passeurs balancent les clandestins sur des rafios, sachant que 3 kilomètres après, ils sont pris en charge, ou 10 kilomètres après, et non pas pour être déposés sur les côtes africaines, qui sont pourtant les côtes les plus proches, les ports les plus sûrs, les plus proches, mais de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a véritablement un appel d'air auquel procèdent les ONG et les bateaux des ONG. Donc la liaison, elle est absolument complète, même si elle n'est pas forcément facile à qualifier sur le plan pénal. Sur le plan des faits, c'est indiscutable. Alors sur le plan pénal, effectivement, c'est ce que déclarait Christophe Castaner. Peut-être parce qu'on ne cherche pas beaucoup non plus. Peut-être, voilà. Mais en tout cas, il déclarait avoir eu des preuves de liens téléphoniques entre ONG et passeurs. En fait, la réalité est beaucoup plus complexe puisqu'il n'y a pas de fait établi de lien entre les passeurs et les ONG. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais on n'a pas de preuves formelles. Et d'ailleurs, il a un petit peu rétropédalé. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, et c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'il peut y avoir un appel d'air provoqué par la présence à quelques kilomètres au large
des ONG qui, en plus, vont directement en Europe plutôt que de les envoyer dans des ports d'Afrique du Nord pourtant plus proches. Et c'est justement ce que déclare Gilles-William Goldnadel. On va l'écouter tout de suite. On secourt des gens qui partent de Libye. Le port le plus proche, c'est pas l'Italie, ce sont d'autres ports d'Afrique du Nord. Le droit de la mer leur impose de les accompagner. C'est pas là que veulent aller les migrants. Attends, non, mais, oui, mais ça c'est pas une carte. Mais oui. sauver c'est les là gens. où il y a de l'idéologie. Sauver les gens de la noyade, Oui. c'est pas faire ce qu'ils veulent vraiment. Ça, c'est une véritable complicité idéologique. Il a parfaitement raison, Castaner. Je crois que le mot complicité idéologique est très bon. Complicité idéologique et complicité matérielle, complicité de logique, bien sûr. Alors, ce qui est grave quand même, c'est qu'une de ces organisations, SOS Méditerranée, est envoyée dans les écoles pour faire sa propagande, en dehors des subventions qu'elle reçoit, de l'argent public qu'elle reçoit par ailleurs. C'est ça qui est tout à fait scandaleux, quoi. Et complicité médiatique, bien entendu, Alors également. là, la complicité médiatique, On la connaît. plus, là, on la connaît. Passons au zapping. Quand on essaye de rassurer les gens en leur disant « mais le nombre d'immigrés chaque année est stable », mais ça, ils s'en foutent, puisqu'ils considèrent que d'abord ça s'accumule et qu'ensuite, le problème pour eux, c'est que ces immigrés vont s'installer, vont faire des enfants et que donc la population blanche sera remplacée par des gens de couleur. Ils seront français, mais ce seront des gens de couleur, c'est ça qui les dérange. Donc, il faut prendre le problème en parlant de l'intégration, c'est-à-dire comment on fait pour faire des Français. Les thèmes qui parlent justement en français? Alors, les thèmes qui parlent le plus sont en articulation justement entre les dimensions françaises et les dimensions européennes. C'est le thème de l'immigration, c'est le thème du pouvoir d'achat, ce sont les thèmes des impôts, de la fiscalité, de l'environnement et du développement durable, et puis également de la lutte contre le terrorisme. Je dis que les théoriciens du nazisme se sont appuyés sur la théorie du grand remplacement qui avait été élaborée au XIXe siècle, qui avait été utilisée à un moment donné contre les Noirs au XIXe siècle, et puis qui a été utilisée ensuite dans les cercles nazis contre les Juifs, et qui ensuite a été déclinée, en 2011 par Renaud Camus à l'endroit des musulmans. Jean-Claude Ensem Gumikiza est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, conformément aux réquisitions du parquet. Le Rwandais de 38 ans est reconnu coupable du double meurtre de Julien et Élise, place de la Pucelle à Rouen en décembre 2015, et du viol d'Élise. On ne va pas mélanger ce concept fumeux qui a été utilisé par les nazis pour exterminer les juifs. Non, les juifs, non, mais les nazis n'ont jamais dit. Mais c'est complètement faux. C'est stupide. Mais c'est stupide. C'est stupide, Madame Miadel. Les nazis n'ont jamais dit que les juifs allaient remplacer les Allemands. Je suis forcément un petit peu déçue à la suite du verdict. Je considère comme mes confrères que tout ce dossier est un échec social important. Et j'estime que décider une peine de perpétuité et donc mettre à l'écart définitivement un individu qui fait partie de notre communauté, c'est nécessairement un échec aussi de la société. Sur le côté qui viennent de nous insulter. Vous êtes toujours gilet jaune? Oui. Mais j'ai plus de manifestation. Par contre, c'est là. Parce que lors de ces manifestations, pendant mon mois que j'ai passé à l'hôpital, mais je voulais faire une petite parenthèse, je veux dire merci beaucoup aux gens strict médics. Sans eux, je ne serais pas là. Moi, personnellement, je n'ai pas pour voter pour M. Macron, mais quand il a été élu, j'ai dit enfin un président jeune qui va redonner un sens à notre vie, un nouveau souffle de jeunes, et on va travailler plus pour vraiment gagner plus. C'était une belle phrase. C'est tout. Notre salaire, il n'a pas augmenté, mais toutes les charges, tous les impôts derrière augmentent.
À l'Élysée, c'est la panique. Les gendarmes du commandement militaire sont sur leur garde, ils ne savent pas ce qui peut leur tomber dessus, ils sont vraiment aux abois. Ils savent même que des plans des égouts du quartier du Faubourg Saint-Honoré circulent sur Internet, ce qui fait qu'ils potentiellement s'attendent à une invasion du palais par les égouts. Dans le plus grand secret, le 7 décembre, la veille de la nouvelle manifestation, la première dame et quelques conseillers d'Emmanuel Macron visitent un lieu ultra secret situé sous l'Élysée. Le PC Jupiter, un bunker d'ordinaire réservé au président et à son état-major en cas d'attaque nucléaire. La réglementation européenne aujourd'hui nous interdit toute forme de patriotisme économique. C'est un rapport parlementaire du député Bastien Lachaud qui veut la suppression des traditions religieuses dans l'armée, notamment quand il s'agit de messe ou de prière ou de bénédiction. Et je vais reprendre la phrase d'un député Les Républicains, Jean-Louis Thiéraut, qui lui a répondu « Quand nos régiments fêtent la Sainte-Barbe, la Sainte-Geneviève, la Saint-Michel, la Saint-Georges, c'est l'unité d'un corps qui se réunit autour d'une tradition, puisque c'est 1000 ans de l'histoire française. » Je crois que c'est une réponse absolument parfaite à une tentative encore de déraciner encore un peu plus ce pays. Alors, il y a deux séquences qui renvoient à un mot assez fort et, je crois, aujourd'hui assez périmé, qui est le mot intégration. Il y a la séquence où l'avocate vient pleurnicher parce qu'on n'a pas su intégrer un Rwandais qui a multiplié les viols et les assassinats et que le malheureux est condamné à la perpétuité. Bon, bah, l'intégration, manifestement, elle n'avait pas réussi et c'est pas un échec de la société. Pour elle, ça avait presque réussi puisque elle le considère comme faisant partie de notre communauté. Oui, voilà, oui, bah, c'est assez étonnant. C'est purement formel. Et puis, il y a Natacha Polony qui a fait un numéro de Marianne contre les dérives des minorités sexuelles, raciales, ethniques, religieuses, etc. Bon, qui est plutôt un numéro intéressant. Mais qui repose la question de l'intégration. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'intégration ? Eh bien, je crois que là, elle est un peu hors du temps. Parce que l'intégration, l'assimilation, plus exactement, c'est quelque chose qu'on pouvait envisager peut-être il y a 40 ans. Si ça avait marché, on n'en parlerait plus. Mais ça n'a pas marché. Et par conséquent, dire qu'est-ce qu'on va faire pour l'intégration, qu'est-ce qu'on va faire pour l'assimilation, ça relève du vœu pieux, ça ne marche pas à partir du moment où il y a des masses de migrants nombreuses, venues d'aires culturelles et civilisationnelles très différentes des nôtres, l'Afrique, le monde musulman. Continuer à parler d'intégration, d'assimilation, c'est du gâtisme idéologique. À noter quand même que, sans prendre position sur ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant dans ce que dit Natacha Polony, c'est qu'elle donne une définition du grand remplacement qui est la bonne. C'est-à-dire pour elle parle du fait que quand il y a toujours un petit nombre d'immigrés qui arrivent, elle dit, oui, c'est cumulatif, et en plus, il s'agit, elle emploie des termes qui sont un peu durs, mais d'Européens et d'extra-Européens. Oui. Donc elle dit bien les choses, et c'est une des rares journalistes qui dit vraiment les choses. Alors, elle dit les choses, et elle s'ouvre en quelque sorte une porte de sortie en parlant d'intégration. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'intégration ? Mais c'est une porte de sortie qui est fermée, si j'ose dire. Alors, dans les petites scènes... Dans les scènes tout à fait intéressantes, il y a le débat autour du grand remplacement. Alors, il y a Madame Méadel qui nous dit que c'est une thèse des nazis. Alors ça, c'est du super point Godwin, parce que ça ne repose absolument sur rien de rien. Mais en disant cela, elle pense qu'elle va clore le débat. Alors la vraie question qui se pose d'ailleurs, c'est à quel titre on voit partout sur les écrans Madame Méadel. Elle a été porte-parole du PS. Très bien, elle ne l'est plus. Elle a été candidate à la députation sur La République En Marche. Elle n'a pas été élue. Donc, à quel titre elle est là ? Elle n'est pas là à titre d'élu, à titre de responsable politique. Elle n'est pas là à titre de journaliste. À quel titre elle est là ? Sans doute en tant qu'experte, avocat. En tant qu'experte, en politiquement correcte, puisqu'effectivement, elle sort
une ineptie intellectuelle totale. Elle se fait reprendre immédiatement. Mais qui vise quand elle se fait reprendre par Goldnadel, effectivement, décidément, on ne parle que de lui. Elle se fait reprendre, mais elle est là pour proférer des contre-vérités politiquement correctes. C'est pour ça qu'elle est invitée. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Si on continue la tournée des hommes politiques, alors on a le maire UDI de Bobigny qui a condamné, avec les mots les plus forts, l'initiative de génération identitaire sur la caisse d'allocation familiale de Bobigny, qui se déhanche dans le hip-hop. Enfin bon, je savais que ça allait vous plaire. C'est une scène assez extravagante, enfin, qui en dit quand même beaucoup sur le niveau, peut-être pas des élus en général, mais des élus de l'UDI en particulier. Enfin, je le crains en tout cas. Et puis, toujours sur les élus, on a un numéro de Brut qui nous présente ce qui pourrait être un futur président démocrate américain. On ne sait absolument pas rien de son programme, rien de ce qu'il a fait, rien de ce qu'il pourrait faire. Mais on sait qu'il est gay. Alors ça, ce serait extraordinaire. On aurait le premier président américain gay. Voilà. S'il pouvait être femme, noire et gay, ce serait quand même encore mieux, je pense. Il peut s'améliorer, effectivement. Il peut s'améliorer. Mais on voit que le critère pour parler d'un homme politique, c'est absolument plus son programme, ses soutiens, c'est son orientation sexuelle. C'est surtout c'est 5 minutes de vidéo brute uniquement sur ce fait-là. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir 5 minutes entièrement sans fond, sans une seule ligne de Brut est fond. le média de propagande à l'état chimiquement pur, avec Quotidien, qui allume, et ils ont, je crois, été très critiqués. Ils allument Bardella parce qu'il a un bouton de fièvre. Je pense qu'une tête de liste doit avoir un peu de stress, donc ça peut s'expliquer. Ils ont été critiqués vraiment de tous les côtés. De là à faire le gros plan dessus, c'est quand même pas d'un goût extraordinaire. Je crois d'ailleurs qu'on ne le ferait pas pour un autre candidat ou une autre candidate. On le fait parce que Bardella, il est dans le camp du mal, donc on peut se permettre à peu près... C'est peut-être plus facile de l'attaquer sur ça que sur ses prestations par ailleurs. Alors peut-être, oui. Passons au deuxième sujet, Italie. Un père, une mère, et moi, et moi. En Italie, sur les formulaires administratifs, c'est le retour de la mention père et mère en lieu et place de parent 1 et parent 2 qui avait été décidé en 2015 par Matteo Renzi. Et plusieurs médias français ont traité l'information. Un traitement qui est très similaire entre chaque média. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est tiré d'une dépêche AFP. On a par exemple l'Express « Et moi en Italie après le retour de père et mère sur les formulaires administratifs ». Et dans le chapeau, « Retour en arrière ». Le gouvernement populiste italien a rétabli cette semaine les termes de père et mère sur les formulaires, provoquant de vives réactions des associations gays. Ouest France parle d'une polémique en Italie et Le Figaro reprend le titre « Et moi en Italie, père et mère de retour sur les formulaires » avec un chapeau. Le gouvernement populiste italien a provoqué de vives réactions des associations gays. Donc, Jean-Yves, on a un traitement qui est assez émotif. Alors, oui, le traitement est effectivement tout à fait émotif. Il y a surtout une distorsion extraordinaire entre le titre « Et moi en Italie ». Et la réalité, quand on regarde quand même le cœur de l'article, c'est qu'il y a des associations gays qui protestent. Alors, les gays, c'est une minorité, mais les associations gays, c'est une minorité dans la minorité. Voilà. Parce qu'il y a des gays qui ne se sentent pas forcément solidaires des associations gays. Donc c'est une toute petite minorité qui proteste parce qu'effectivement on va contre son fonds de commerce. Et ça devient toute l'Italie qui proteste. Alors que quand il y a eu la manœuvre consistant à supprimer père et mère par parent 1, parent 2, il y a sûrement eu de l'émoi des associations familiales, peut-être plus même nombreuses, des Italiens et même des général. Italiens en général. Et là, les médias ne nous en avaient pas parlé puisque ça allait dans le sens de ce que M. Macron appelle le progressisme. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a pas seulement ce titre qui peut être étonnant. On a par exemple le Huffington Post, qui a un titre plutôt neutre pour le coup. Matteo Salvini réintroduit père et mère sur les formulaires officiels en Italie. Mais
En fait, c'est dans le corps de l'article que se niche un petit peu le problème, puisque les personnes à qui l'on donne la parole sont uniquement des associatifs. On a par exemple l'association de défense des homosexuels, le mouvement 5 étoiles, le porte-parole du Gay Center, des associations, un syndicat de gauche, etc. Donc là encore, c'est un classique, on ne donne la parole qu'à une partie du problème, c'est-à-dire qu'on dit « et moi en Italie », en donnant la parole qu'à une partie des représentants, entre guillemets, et pas le reste, donc c'est classique. Alors que l'information devrait être à 360 degrés, c'est-à-dire donner le point de vue, bien sûr donner le point de vue de ces gens-là, mais aussi donner le point de vue de ceux qui ont procédé au retour à père et mère, donner le point de vue des associations ou des Italiens qui soutiennent ça. Qu'on donne le point de vue de ceux qui protestent, qu'on donne le point de vue des associations, pourquoi pas? C'est normal, mais qu'on donne aussi l'autre point de vue. Alors, en France, il y a plusieurs médias qui ont traité l'affaire de manière plutôt neutre, c'est à saluer. Valeurs Actuelles qui titre « Salvini acte le retour des mentions père et mère sur le site de son ministère ». Ça, c'est purement factuel. C'est neutre, c'est un vrai travail de journaliste. Même chose pour RT, qui cite d'abord Salvini, qui s'était prononcé sur cette question-là. Du bon sens, entre guillemets, Salvini salue le retour des mentions père et mère sur les formulaires d'identité. On voit qu'il y a quand même des médias qui sont... C'est un traitement qui est un peu nécessaire, quand même. Alors, au fond, ce sont des médias, RT et Valeurs Actuelles sont un peu des médias, des contre-pouvoirs aux médias de propagande, en donnant une vision plus large des choses. Et plus journalistique, tout simplement. Et tout simplement plus journalistique, plus factuelle oui. et moins militante. Alors, le terme « émoi », il fait parler, et nous avons réalisé une recherche sur l'emploi de ce terme dans la presse, notamment dans un journal qui est censé être une référence, n'est-ce pas, Le Monde, et on retrouve plusieurs occurrences de ce terme, très souvent, et même très majoritairement, souvent dans le sens du vent politiquement correct. On a par exemple « émoi à Washington à la suite de commentaires d'une conseillère de Donald Trump sur John McCain ». L'abattage d'un cerf lors d'une chasse à courre suscite la colère et l'émoi de l'opinion publique. Donc là, c'est l'émoi de l'opinion publique, c'est assez extraordinaire. Puis au Royaume-Uni, l'affaire Tariq Ramadan ne crée aucun émoi. Donc là, ça nous rassure. C'est un émoi négatif, c'est assez drôle. Une conférence à Sciences Po censurée qui crée un émoi durable. Alors la censure elle provenait des Russes, c'est pour ça qu'elle a provoqué un émoi. Émoi de la communauté internationale après le bombardement d'un camp de déplacés en Syrie, un bombardement imputé à Bachar el-Assad. Émoi et conclusion hâtive après l'agression d'une femme en bikini dans un parc de Reims. Émoi après une évacuation de migrants à Paris. Émoi à New York après le non-lieu d'un policier blanc impliqué dans la mort d'un suspect noir. Aïe, aïe, aïe. Donc on enchaîne encore. Émoi. Émoi après la diffusion d'un document anti-djihad par l'Académie de Poitiers. Donc on voit, et c'est dans d'autres médias aussi, on ne va pas vous faire toute la liste, mais il y a vraiment un émoi général. L'utilisation de ce terme est quand même très connotée. Alors, émoi, émotion. Donc on joue sur l'émotion. Et émoi, au fond, c'est un terme de novlangue. C'est un terme de novlangue. Qu'est-ce que ça veut dire? L'émoi, les bien-pensants sont choqués. Ça ne va pas dans le sens de la bien-pensance. Les associations militantes, les associations de déconstruction, les associations antiracistes, les associations homosexualistes sont choquées. C'est ça que ça veut dire, émoi. C'est un point de vue très particulier. C'est une toute petite fraction de l'opinion qui est en désaccord et qui crie très fort, et les médias leur servent de porte-voix. Passons au tweet.
Alors d'abord, un petit coup de chapeau à Brésinfo, dont un de ses journalistes a été agressé, enfin pas agressé, agressé chez lui, sa maison a été taguée, voilà. Etc. Bon, ça n'a pas amené beaucoup de protestations des confrères, mais Brésinfo est attaqué parce qu'ils font un très bon travail. Ils ont notamment débunké, pour employer le langage des autres, une émission de France 3 Bretagne qui parlait... France 3 Aquitaine, France 3 Aquitaine. France 3 Aquitaine. France 3 Aquitaine, pardon, qui parlait d'un squat sans expliquer que le squat était occupé par des clandestins étrangers, ce qui est quand même de la désinformation à minima par omission. Alors, j'ai bien aimé une expression de Gabriel Cluzel sur le journalisme circulaire qui tourne autour du sujet sans l'aborder. Ça, je trouve ça assez intéressant. À propos de l'hyménoplastie, donc la réparation de l'hymen de certaines femmes avant le mariage, en expliquant les Françaises recourent de plus en plus à l'hyménoplastie. Alors ça, c'est tout à fait hallucinant, avec des explications plutôt abracadabrantesques sur l'âge au mariage ou des choses comme ça, alors que la réalité, c'est pas... des Françaises qui recourent à l'hyménoplastie, ce sont des musulmanes présentes en France, de nationalité française ou non d'ailleurs, et qui vont se marier dans l'immense majorité des cas, ou la quasi-totalité des cas concernés, avec d'autres musulmans présents en France ou présents à l'étranger, parce que c'est un élément, l'immigration nuptiale est un élément important à prendre en compte. Et effectivement, une Française, entre guillemets, de nationalité musulmane qui va être mariée à un cousin au bled, elle a peut-être besoin de faire un petit peu de chirurgie réparatrice. Mais quand on dit les Françaises et qu'on illustre par un couple blanc de blanc, européen, etc., on est dans le bobard au minimum par l'image. À la fois bobard par l'omission et bobard par l'image. En tout cas, l'expression de journalisme circulaire, je la trouve tout à fait bonne. Alors, on a aussi une image qui fait froid dans le dos, c'est l'image de Greta Thunberg, là, qui est glaciale comme gamine, là. C'est sûr qu'à elle seule, elle lutte contre le réchauffement climatique, parce que quand on la voit, on a froid. Et d'ailleurs, il y a des études qui évoquent l'hypothèse d'un petit âge glaciaire à partir de 2030 parce que le Soleil aurait moins d'activité. C'est évidemment dans le climat, il y a peut-être, mais ça reste encore à prouver, l'action de l'homme, mais il y a aussi beaucoup l'action de la Terre par le volcanisme et beaucoup l'action du Soleil. Alors, je ne sais pas, entre nous, s'il y aura un refroidissement en 2030, mais c'est pas plus incertain que la poursuite du réchauffement climatique. En tout cas, ça crée une certaine... ça montre que toutes ces choses-là sont quand même assez difficiles à apprécier. Voilà, alors, bon, après, il y a... Macron a été pris la main dans le sac du mensonge, du fake news, effectivement, parce qu'il manipule énormément les comptes sur les réseaux sociaux. Et la plus grande manipulation, c'est la manipulation sur le grand débat, où les chiffres sont bidonnés. Il parle de 2 millions, mais dans les 2 millions, il y a très peu de contributions spontanées. Et dans les contributions spontanées, dont le chiffre est d'ailleurs gonflé, il y a énormément de copier-coller, quoi. Donc ils ont nourri la machine de leurs propres contributions, et après ils ont fait travailler leurs algorithmes sur leurs propres contributions. Qui donnait raison à Macron. Qui donnait raison à Macron, ça tombe bien. Vraiment, on est dans la propagande d'État. Là. C'est pas de la propagande médiatique, c'est de la propagande d'État. Les médias l'ont quand même un petit peu dit. C'est Mediapart qui en a quand même notamment parlé. Il y a quelques médias qui ont quand même un peu décrypté cette affaire. Passons au troisième sujet. Marion Maréchal à l'Iliade, les gros sabots de Lucie Soulier. Il y avait du monde samedi dernier au colloque de l'Iliade à Paris, et dans la foule, il y avait même quelques journalistes, notamment Lucie Soulier, qui est journaliste au Monde. Et bien, autant dire que cette Lucie Soulier n'a pas hésité à enfiler ses gros sabots pour rédiger un article sur la présence de Marion Maréchal à l'événement. Un article qui est un modèle, un cas d'école de diabolisation.
Le titre est limpide. Ou de tentative de diabolisation. De tentative. Oui, a priori, c'est une tentative. Oui. Donc le titre, Marion Maréchal, Génération identitaire et les anciens du Grèce réunis dans un colloque d'extrême droite. Alors, il y a plusieurs choses qui sont assez étonnantes dans cet article. Premièrement, il y a une manipulation par l'image, puisque l'image initiale de l'article était une photo de Marion Maréchal, un micro à la main en train de prendre la parole, qui laissait donc supposer qu'elle intervenait au colloque alors qu'elle venait en simple participante. Exactement. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a déjà une manipulation par l'image. Absolument. Bobard par l'image. Absolument. Deuxième point à noter, c'est le titre. Donc, je le rappelle, Marion Maréchal, Génération identitaire et les anciens du Grèce réunis dans un colloque d'extrême droite. Alors, théoriquement, Jean-Yves, les journalistes, surtout à l'ère du numérique, tentent de faire des titres compacts pour ne pas en faire des tonnes. Là, on a un titre qui est très long. Et qui ne mentionne pas d'ailleurs l'organisation, puisque c'est un colloque de l'Iliade, donc si on parle d'un colloque de l'Iliade, on cite l'Iliade dans le titre. Là, on n'en parle pas, ce qui est une autre option. Donc déjà... Mais ce qui est amusant, c'est que vraiment, ils l'ont rallongé spécifiquement pour faire rentrer tous les termes diabolisants. Génération identitaire, les anciens du Grèce, colloque d'extrême droite, bref, c'est un titre à rallonge spécifiquement dédié à la diabolisation. On a également un point marquant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi Marion est là. On a l'impression que c'est pour participer en tant qu'oratrice. En fait, non, on se rend compte au milieu de l'article qu'elle était venue pour soutenir son compagnon Vincenzo Soffo, un intellectuel à la Ligue italienne, qui était un orateur. Donc là encore, Jean-Yves, on cache un petit peu la raison de la présence pour en faire une information de première importance, alors qu'elle était là en tant que simple spectatrice. Absolument. Autre point, quasiment aucune information dans l'article sur le colloque en lui-même, sur les travaux, qui étaient pourtant riches. On a une mention de discours à la tribune qui alterne entre déclinisme apocalyptique et nostalgie, ce qui n'est pas très... Ouh là là, ça fait peur, peur. Et on a quelques lignes sur l'intervention de Romain Espino, ou encore sur celle de Jean-François Gauthier, mais globalement, aucune mention des travaux du colloque. C'est assez étonnant. Je crois savoir que l'année dernière, il n'y avait pas eu le même genre de papier. L'an dernier, il y avait eu un excellent papier, ça peut paraître étonnant, dans Charlie Hebdo, de la part de Jean-Yves Camus, qui n'est pourtant pas un sympathisant de l'Iliade et de ce courant de pensée, c'est bien évidence, mais qui s'intéresse au fond des choses. Oui, qui a été honnête, quoi. Bon, qui a fait un papier honnête, s'intéressant au fond des choses, ce qui demande évidemment davantage de travail et de culture quand même. Alors, il y a une explication, c'est peut-être tout simplement qu'elle n'avait pas le temps de se rendre dans l'amphithéâtre pour assister aux travaux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était certainement à la recherche de propos diabolisants de la part des spectateurs. Et force est de constater, dans son article, qu'elle n'a rien trouvé de probant. On a la mention de gens qui seraient venus en covoiturage et qui auraient parlé du choix de s'asseoir entre un noir et une personne marron, avec un chauffeur qualifié de guadeloupéen. Bon, voilà, donc c'est pas... Ça, c'est vraiment de l'info, Coco. Oui, c'est... mais elle en fait 10 lignes, donc c'est que pour elle, c'est on vient à un colloque intellectuel et on commente des propos de file d'attente, dont elle reconnaît d'ailleurs que la file d'attente était très nombreuse. Oui, effectivement. Donc elle reconnaît qu'il y avait du monde quand même. Effectivement. Et alors, autre propos qu'elle imagine diabolisant a priori, une personne qui discute du métro parisien où, il ne se sent pas trop chez lui, avec une femme qui pense à s'expatrier au Portugal. Donc bon, c'est pour des propos diabolisants, on a quand même bien pire. Ne pas se sentir chez soi dans le métro parisien, alors vraiment, je comprend pas. J'y étais tout à l'heure, je peux vous dire que j'ai presque partagé le sentiment de cette personne-là. Mais non, presque. Presque. Une chose qu'on doit relever, c'est quand même un appel à peine déguisé, pas à la violence, mais à la contre-manifestation en tout cas, puisqu'elle déclare, en parlant du succès de la manifestation, sans qu'aucune manifestation ne vienne rien troubler de la journée du colloque. Donc c'est quand même un peu étonnant et un peu grave. Oui, s'il y a un colloque de la LICRA, on ne va pas dire comment se fait-il qu'il n'y ait pas de manifestation. S'il y a un colloque ou une activité de M. Glucksmann et de son think tank, on ne va pas dire comment se fait-il qu'il n'y ait pas de contre-manifestation. Il s'exprime, c'est normal. Quoi. Mais ça montre bien qu'elle est arrivée avec une idée préconçue et qu'elle a écrit son article avec ce qu'on appelle un biais de confirmation. Quoi. Elle a vu que ce qu'elle voulait voir. Quoi.
Alors Jean-Yves, quand on voit cet article de diabolisation, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment résister à cette diabolisation? Que faire face à la diabolisation? Eh ben, écoutez, il faut suivre les conseils du patron de Breitbart, Steve Bannon. La diabolisation, il faut la porter comme une décoration. Voilà. Il ne faut pas se laisser intimider et il ne faut pas craindre de côtoyer des gens qui sont susceptibles d'être diabolisants les uns pour les autres. La diabolisation, il faut la jeter par-dessus bord. Effectivement, c'est ce que disait Steve Bannon, qui était proche de Breitbart. Je crois qu'il ne l'est plus actuellement, mais c'était ce qu'il avait dit en France. Très bien, Jean-Yves. Est-ce que vous avez un coup de chapeau pour cette émission? J'ai même deux coups de chapeau. Deux coups de chapeau pour le prix d'un. Le premier, c'est pour Didier Maisto, qui est le patron de Sud Radio, qui a suivi de près les affaires de Gilets jaunes en allant sur le terrain, très honnêtement, qui est très indépendant, et qui s'est fait sucrer son compte Twitter pour des raisons tout à fait hallucinantes, qui s'est battu et qui l'a retrouvé. Voilà. Et ça, c'est très bien. Il a subi la censure. Alors il a combattu la censure. C'est un patron de presse, patron de Sud Radio. Il a combattu la censure et là, il l'a combattu victorieusement. Ça mérite un coup de chapeau. Et puis le deuxième coup de chapeau, c'est pour l'incorrect de ce mois. Alors qu'il y a une couverture avec Guénaud, je ne sais pas si c'est très excitant, mais il y a à l'intérieur pas mal d'articles intéressants, et notamment un dossier sur le grand remplacement, avec notamment une interview de Camus, et aussi Renaud cette fois, oui, on s'y perd avec les Camus, et aussi une interview du cardinal Sarah, qui a beau être un cardinal africain, mais c'est un cardinal africain conservateur et qui explique que les migrations ne sont pas une bonne chose, ni pour les pays de départ, ni pour les pays d'accueil. C'est assez intéressant aussi. Voilà. Donc c'est dans l'incorrect, avec la photo de M. Guénaud. Bon, voilà. Tant mieux pour lui. Très bien. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.